Vous êtes nombreux, ça me fait plaisir parce que j'espère que c'est pas parce qu'il n'y a plus de place dans les autres salles et que vous êtes vraiment là parce que le sujet vous intéresse. On va donc parler ensemble de Privacy by Design pendant à peu près 1 heure. Un peu moins, j'ai un peu moins de temps. L'idée, c'est de vous faire un petit retour d'expérience sur ce concept dont on entend parler depuis quelques temps, avec l'arrivée du RGPD notamment, parce que nouveaux règlements, nouvelles mises en application, etc. Et que ça fait partie des core concepts de ce règlement. Mais malgré tout, ça reste quelque chose d'assez nébuleux, d'un peu obscur, on ne sait pas trop ce que ça recouvre. En tout cas, on a un peu de mal à l'appréhender. Moi, j'ai creusé un peu le sujet. Je ne suis pas expert, ni juriste ou quoi que ce soit. L'idée, c'est plus de vous présenter un peu le retour de tout ça. Alors, qui suis-je ? Je m'appelle Mads. Je traîne mes pattes dans le web et dans l'informatique depuis une vingtaine d'années à peu près. Je suis passé par différents postes. Aujourd'hui, je suis tech évangéliste chez Always Data, qui est un hébergeur infogéreur. On est donc concerné par plein de domaines, et notamment le domaine de la vie privée, parce que y a plusieurs choses qui tournent sur les machines qu'on héberge et qu'on infogère. Et donc, on est aussi dans l'obligation de pouvoir respecter un peu ces droits-là, et donc les concepts de privacy sont des choses sur lesquelles on est assez sensible. On va commencer par faire un petit point sur la privacy, qu'est-ce que c'est, où on en est, qu'est-ce que ça recouvre. Aujourd'hui, en 2018, à quoi ça correspond ? Alors, je ne vous fais pas le sempiternel truc de si vous n'avez rien à cacher, vous n'avez rien à craindre, ou vous n'avez rien à craindre si vous n'avez rien à cacher, ça marche dans les deux sens. L'idée, c'est que de toute façon, on est dans une société qui nous surveille de plus en plus, qui collecte de plus en plus d'informations, c'est une réalité, on n'a pas le choix, il faut faire avec, parce que de toute façon, on l'a laissé s'implanter, et que si on l'a laissé s'implanter, c'est qu'il y avait aussi une bonne raison, donc plutôt que de blâmer le passé, il vaut mieux se tourner vers l'avenir. Mais toujours est-il qu'on est quand même relativement bien surveillé, relativement bien tracé, espionné aujourd'hui. Le problème, c'est que la data, on a longtemps dit que c'était le pétrole du XXIe siècle. À mon sens, c'est plus la bulle économique du XXIe siècle. C'est quelque chose dans lequel masse d'investisseurs et de fonds d'investissement injectent de l'argent en espérant faire quelque chose derrière. Donc, injectent de l'argent dans des sociétés, des startups souvent, qui vont grossir et en espérant en tirer quelque chose à un moment, jusqu'à ce que, potentiellement, ça finisse par éclater. Et au moment où ça éclatera, on n'aura que nos yeux pour pleurer sur notre vie privée. Donc il faut s'en prémunir un petit peu. Alors le bilan aujourd'hui, si je regarde un peu comment ça fonctionne, en gros, dans les services et sur le net, on va avoir des grosses boîtes qui pompent des données parce qu'elles en ont besoin dans leur business model, c'est comme ça qu'elles fonctionnent. On va avoir des petites boîtes qui pompent des données. Souvent, elles n'ont même pas conscience qu'elles pompent des données. Ça peut être juste un petit site en ligne qui a mis en place une petite interface avec un PrestaShop qui, par défaut, demande la date de naissance du client dans le formulaire d'inscription alors qu'elle n'en a rien à foutre. Voilà, loupé. Ça fait partie des données privées que la société ne devrait pas collecter, qu'elle collecte quand même, quitte à ne pas l'utiliser, mais n'empêche qu'elle les a. Ça, c'est un problème. On a des startups, j'en ai fait partie, donc je sais à quoi ça ressemble, qui pompent aussi de la donnée, parce qu'elle veut faire comme les grosses boîtes qui collectent plein de données, que donc c'est comme ça qu'il faudrait faire, alors que les grosses boîtes elles-mêmes, si elles pouvaient collecter moins de données, elles seraient très contentes. Il n'y a pas longtemps, des gens de chez Facebook expliquaient que Facebook était désespéré d'être une des régies publicitaires les plus efficaces au monde. Parce que ce n'est pas ce qu'ils voudraient faire. Ils voudraient faire autre chose que de la régie publicitaire. Mais de fait, c'est ce qu'ils font. Donc les petites startups qui se disent on va faire comme Facebook. Facebook aimerait bien ne pas faire comme Facebook. Donc on en est là. On a des boîtes qui pompent, et qui récupèrent de la donnée, à droite, à gauche. Et nous, on leur file toute cette donnée-là, parce que juste on n'a pas le choix. Parce qu'on ne fait pas gaffe, et surtout parce qu'on est biaisé. On est biaisé par un problème qui est le problème de la gratuité. Alors je vous fais juste un petit point, c'est une expérience économique qui a été mise en place il y a quelques années par Dan Ariely, qui consistait à dire, vous avez une tablette de chocolat à 1 centime et une tablette de très bon chocolat à 2 €. Vous demandez aux gens ce qu'ils vont choisir, ils vont choisir plutôt le très bon chocolat à 2 €. Puis vous baissez le prix d'1 centime. Donc votre très bon chocolat passe à 1,99 € et votre
chocolat bas de gamme, qui était à 1 centime, devient gratuit. Et bien là, la quasi-totalité des clients se reportent sur le chocolat gratuit, parce qu'il est gratuit. Parce que quand c'est gratuit, c'est hyper intéressant, c'est hyper motivant. On se dit qu'il y a forcément quelque chose à en tirer, et on y va, naturellement. C'est un biais cognitif, on y est tous soumis. Et ce problème de la gratuité, c'est là-dessus compte énormément de boîtes pour pouvoir vous attirer, pour pouvoir créer de la plateforme qui engrange de l'activité et dans laquelle vous allez déverser vos données, parfois sans faire attention, ce qui provoque des problèmes et de vie privée et de surveillance après, et de tout ce qui peut en découler. Le meilleur exemple qu'on a, et je ne saurais être mieux servi par l'actualité, c'est ça. Vous reconnaissez cette image-là ou pas? Il y a des gens qui savent ce que c'est? Non? Ok, ça c'est le logo de Cambridge Analytica en 2016 pendant la campagne Trump. Donc, Cambridge Analytica, il y a des gens qui ne voient pas ce que c'est, ou tout le monde voit à peu près à quoi ça correspond. Je vous la refais vite fait. L'idée, c'est que Cambridge Analytica est une boîte qui est une filiale d'une société plus importante qui fait de l'espionnage militaire, notamment, entre autres, mais pas que. Et cette filiale, Cambridge Analytica, vise à collecter de la donnée, à profiler des utilisateurs, à faire des profils, qui sont des profils plutôt empiriques d'ailleurs, pour essayer de déceler quelles sont les tendances politiques des gens et pour essayer de créer des mouvements d'influence qui, potentiellement, peuvent changer la donne politiquement. C'est un leak qu'on a vu apparaître il y a quelques semaines, donc vraiment, quand je dis c'est chaud de l'actualité, c'est chaud d'actualité. L'idée, c'est qu'ils ont collecté toutes ces données en 2012, même si le scandale n'éclate que maintenant, en réalisant un petit quiz sur Facebook, où les gens se rendaient, ça permettait de faire du profilage psychologique, les quiz habituels auxquels on répond pour savoir un peu ce qu'on fait, à quoi vous ressemblez, quel est votre profil habituel, etc. Et l'idée, c'est que ce quiz, quand vous vous y connectiez, il collectait vos données, mais il collectait aussi les données des utilisateurs tout autour, de tous les gens avec qui vous étiez en contact. Et ils ont pu, en ayant à peu près 2 millions de gens qui remplissaient le quiz, collecter à peu près 50 millions de données. Alors on a beaucoup blâmé Facebook au moment où c'est sorti, en disant « Ah, Facebook revend des données, on n'est pas au courant, etc. » Le problème, il est presque pas là. Le problème, il est que c'était clairement indiqué dans les permissions au moment où on lançait le quiz et que la plupart des gens ne lisent pas les permissions. Donc la faille, elle n'est pas chez Facebook. La faille, elle est dans l'utilisateur qui a choisi d'utiliser ça et qui n'a pas fait gaffe que ça allait pomper les données des gens autour et que ça allait créer un leak massif de données personnelles. Donc le problème, si vous voulez, aujourd'hui, c'est que du point de vue de votre utilisateur, c'est compliqué à gérer la vie privée. Parce que l'utilisateur, il ne sait pas trop. Il ne sait pas trop derrière à quelle permission il doit donner accès, pas donner accès, à quelles données il doit laisser l'accès, pas laisser l'accès. C'est des choses qui sont compliquées et que si vous donnez trop de pouvoir et trop de choix à votre utilisateur, vous allez le perdre. Parce que ça crée de l'angoisse du choix. Plus vous avez de choix, plus vous êtes flippé. Et moins vous allez savoir quoi choisir. Donc vous allez choisir des choix par défaut, le plus souvent. Surtout, vous allez donner l'illusion à vos utilisateurs que si vous leur donnez beaucoup de choix et beaucoup de permissions, ça leur permet de faire plein de choses. Et ça leur permet de bien se protéger. Ça leur donne l'impression que la protection est parfaite, alors qu'en vrai, ça ne l'est pas forcément. Vous ne pouvez pas limiter tous les risques. Et puis surtout, votre utilisateur ou votre utilisatrice, il n'en a rien à faire de savoir ce que vous allez faire de vos données. Ces données, lui, tout ce qu'il veut, c'est accéder à votre service. Il n'a pas besoin de savoir comment ça marche en dessous, et à la limite, ça ne le concerne même pas. J'ai retrouvé ça hier soir et je trouvais ça intéressant. Ça, c'est la conclusion d'un article qui était paru en 99, donc il y a 20 ans. On interviewait David Gerrold, qui est un auteur américain de science-fiction très orienté sur tout ce qui est computer science, etc. Et on lui disait, c'est quoi pour vous le futur? Alors je ne vous ai pas mis tout l'article, mais que la conclusion. En gros, il disait, moi aujourd'hui j'ai un téléphone, un beeper, un PDA dans ma poche, j'ai une télé chez moi, etc. Et ben, dans quelques années, j'imagine que tous ces objets vont se rassembler en un seul, que ça sera un truc à peu près gros comme un paquet de cartes, ça dépendra de l'usage et de ce qu'on veut en faire, et qu'il y aura à peu près toutes ces fonctionnalités-là qui seront dedans. Et voilà. En gros, il décrit le téléphone portable, le smartphone qu'on a aujourd'hui, il y a 20 ans de ça, il le décrit extrêmement précisément.
ce qui est toujours assez génial chez les auteurs de SF. Et il conclut en disant qu'il appelle ça un PITA, un Personal Information Telecommunication Agent. Et il dit que ça marche aussi, l'acronyme fonctionne aussi pour Pain in the Ass, parce qu'en gros, à partir du moment où on aura ce genre de truc, ça sera terminé. On pourra dire complètement adieu à notre vie privée, parce que cette hyperconnexion nous poussera à laisser partir l'ensemble, l'intégrité de notre vie privée. Et concrètement, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. C'était quand même pas trop gouré. Alors, on en vient à la question de la privacy by design. Est-ce que c'est la réponse aux problèmes qu'on a en termes de vie privée et de protection des données personnelles pour nos utilisateurs? Je vous fais un petit retour historique. 1979, on a Safari. Safari, c'est le fameux fichier interconnecté qui permet de centraliser les données des identités des citoyens français ou résidant sur le sol français. C'est un tollé monumental parce qu'on se dit que c'est pas possible, on peut pas tout centraliser l'information des gens comme ça, c'est de l'espionnage massif à l'échelle de la population, donc c'est pas jouable. En 1977, donc quelques années après, on a le Freedom of Information and Protection of Privacy Act aux États-Unis qui arrive, qui est en gros la loi informatique et liberté US. En 1978, on a la création de la CNIL en réaction au fichier Safari et au projet de Safari. Donc ça veut dire le droit d'information, le droit d'opposition, le droit d'accès, le droit de rectification à ces données. C'est toujours un organisme qui existe. Normalement, vous êtes à peu près tous au courant que la CNIL existe et comment elle fonctionne, même si elle manque toujours de moyens. Encore que, il recrute un juriste en ce moment, donc a priori, ça devrait accélérer un petit peu, c'est pas mal. 82, pareil, la même loi informatique et liberté, mais au Canada. Tout ça pour dire qu'à peu près tous au même moment, donc en gros entre 70 et 80, à peu près partout dans le monde, on a les différents pays qui se rendent compte que l'informatique commence à collecter beaucoup de données, qu'on ne sait pas trop où les mettre, qu'on va avoir tendance à les rassembler, et que les rassembler, c'est problématique. On arrive à un enjeu qui est dangereux, notamment pour les questions de vie privée, et qu'il faut se prémunir contre ça. 91, on a le décret sur les renseignements généraux qui dit que la collecte, la conservation et le traitement des fichiers des services de renseignement ne doivent toucher que les personnes majeures. Ça réglemente le cadre d'application, etc. Donc c'est un premier amendement à la loi 78 qui avait créé la CNIL. 95, on voit arriver la notion de privacy by design. Donc c'est vieux, ça a plus de 20 ans, ça a presque 25 ans. On va se vieillir un tout petit peu. D'où ça vient? Eh ben, ça vient à la fois d'une initiative qui vient du commissaire informatique et liberté du Canada, qui est à peu près l'équivalent de la CNIL du Canada, et la même entité et un laboratoire de recherche aux Pays-Bas. Ils vont travailler ensemble, ils vont collaborer là-dessus, ils vont se poser des questions sur les concepts de vie privée et du fait d'agréger de la donnée, et va naître ce concept de privacy by design. Mais curieusement, c'est un truc qui ne prend pas, ou c'est un truc dont on parle assez peu. Et on va essayer de trouver d'autres solutions en amont de ça. Et donc, on continue à collecter de la donnée, on ne fait pas forcément gaffe à ce concept, on l'oublie un peu. 2004, c'est l'application de la loi sur les données personnelles. Donc, c'est l'élargissement de la loi de 78, encore une fois la CNIL, à toutes les données dites à caractère personnel. Une donnée à caractère personnel, c'est une donnée qui vous caractérise, c'est-à-dire qui vous identifie précisément. Votre date de naissance est une donnée à caractère personnel, votre groupe sanguin c'est une donnée à caractère personnel. Voilà. C'est quelque chose qui vous renseigne, qui renseigne sur vous. 2010, donc 15 ans après 95, on a une conférence internationale des commissaires à la protection des données de la vie privée, donc l'intégralité des CNIL mondiales, quel que soit leur nom, qui se rassemblent et qui reconnaissent que la privacy by design, qu'on a établie scientifiquement 15 ans plus tôt, est un élément essentiel de la protection fondamentale de la vie privée. Il faut du temps quand même pour faire changer les mentalités. Hein. Et en 2018, donc là, maintenant, il y a la GDPR qui arrive et qui dit que la privacy by design doit être un concept établi de base à partir du moment où vous commencez à concevoir des services qui s'adressent aux utilisateurs et qui vont potentiellement collecter de la donnée. On a mis 25 ans. On ne désespère pas. Alors avant ça, au moment où on découvre la privacy by design, on commence à la formaliser, on se dit qu'il faut trouver un outil, on considère que la privacy by design n'est pas le bon outil, ou qu'en tout cas on ne sait pas le mettre en place parce que c'est trop nébuleux.
Et donc, on arrive avec un premier outil qu'on appelle l'Accountability Pattern, donc, qui date, lui, d'un peu avant, des années 80, et qui décrit un ensemble de procédures qui permettent de démontrer que, oui, on a des règles de gestion qui permettent d'administrer les données à caractère personnel. Donc, en gros, on ne prend pas en compte la conception des données dès le départ, dès qu'on conçoit un produit, mais on regarde a posteriori et on se dit, est-ce que ça remplit, est-ce que ça coche les cases, est-ce que c'est bon? Donc ça crée notamment les postes de responsable de sécurité des SI, etc. C'est là que ça naît, avec ce concept-là. Mais donc le problème, c'est que c'est un truc qui arrive a posteriori. Ça arrive à la fin, c'est une fois qu'on a le service en ligne, qu'on collecte de la donnée, qu'on commence à dire est-ce que c'est bon, est-ce que ça coche les cases, est-ce que oui, ça respecte les données personnelles, est-ce que bon, oui, non, peut-être, peut-être pas, mais il n'y a pas de condamnation liée à ça. En tout cas, il n'y a pas d'action proactive sur la conception. Donc on a besoin d'un modèle qui prenne en compte la vie privée dès le départ. Dès qu'on commence à penser au service, il faut déjà penser à la donnée personnelle. C'est le concept de Privacy by Design, c'est ce qui est poussé dedans. Alors il est décrit par 7 lois fondamentales, qui sont les lois qui datent de 1995 et qui continuent de s'appliquer aujourd'hui. Je vous les détaille un petit peu. La première consiste à dire que tout doit être anticipation, identification, prévention des invasions pour prendre des actions en amont de l'attaque. Donc il faut déjà concevoir dès le départ où ça va péter, comment ça va péter, comment les données vont pouvoir sortir pour prévenir la sortie. Donc il faut pouvoir être proactif là-dessus. Deuxième point, il faut s'assurer que toutes les données personnelles sont protégées dans l'IT sans aucune action supplémentaire. Il ne faut pas que ce soit une démarche de l'utilisateur de dire « je veux protéger ça », il faut que les données sensibles soient par défaut protégées. Troisième point, il faut que la vie privée soit core integrated, donc ça veut dire que dès le départ, la vie privée, elle fait partie de votre produit, ce n'est pas une option à rajouter en plus, ce n'est pas un plugin à rajouter en plus, c'est directement à l'intérieur de votre produit, de la conception. Il faut que ce soit une approche win-win, qu'à la fois la vie privée et la sécurité ne soient pas en balance. Il ne faut pas que ce soit un curseur où j'ajuste plus la sécu ou plus la vie privée. Il faut que les deux aillent dans le même sens et que ça soit poussé par le même mouvement. Cinquième point, que la donnée ne soit pas conservée plus que nécessaire et soit sécurisée tout du long. Donc de bout en bout, je sécurise le transfert de l'information de données, le stockage de l'information de données. Quand j'en ai plus besoin, je la supprime. Il faut que tous les acteurs soient sensibilisés au problème de la vie privée. Donc tous les gens qui interviennent sur votre chaîne de production. Ça peut être aussi bien les prestataires avec qui vous bossez, ça peut être les développeurs avec qui vous bossez, ça peut être les gens qui s'occupent du SI, qui s'occupent du DevOps, ça peut être les sysadmins. Ça veut dire que les gens qui ont accès à des données personnelles, sensibles, sont conscients de la sécurité. Ça veut dire qu'ils ont des machines qui sont chiffrées, ça veut dire qu'ils ont des clés PGP pour pouvoir échanger des données de façon sécurisée, etc. Et septième point, les données privées sont protégées par des solutions fortes par défaut, qui sont correctement indiquées, et des options 5 pour l'utilisateur. C'est-à-dire que votre utilisateur n'a pas besoin de comprendre comment ça marche en dessous. Si vous faites un peu, il y a des gens qui font un peu de chiffrement, un peu de cryptographie, qui sont un peu sensibles à ça. Ouais, un petit peu. Donc vous savez comme moi que les réglages par défaut de la crypto, c'est juste un enfer. Il n'y a rien qui marche par défaut. Il faut choisir, il faut réfléchir, les algorithmes, trouver les bons réglages, à quel moment, comment on renforce la sécurité. C'est toujours un enfer. C'est toujours un enfer. Et votre utilisateur, il n'a pas à se soucier de ça. Il faut que ça marche de base. Alors en pratique, ça donne quoi? Je vous ai découpé quelques grands aspects et on va passer un peu en revue les différents éléments, comment ils fonctionnent et comment on peut commencer à se prémunir sur les différents éléments. Lors de la conception déjà, l'idée c'est d'avoir des checklists qui impliquent tous vos enjeux de données et qui vous permettent de vous dire « Ok, j'ai ça comme jeu de données, voilà comment je le segmente, et voilà comment je cherche à le protéger systématiquement. » Il faut vous assurer que tous les gens qui vont travailler sur votre projet sont sensibilisés à la sécurité. Donc vous ne confiez pas des jeux de données aux stagiaires, vous ne laissez pas les gars qui font de l'audit tout seuls sur un plateau à 22 heures avec aucune machine loquée, ça c'est vu. Vous faites attention à ce que tout le monde, tous les gens qui vont manipuler de la donnée à un moment, et de la donnée sensible de vie privée d'utilisateur, soient conscients qu'ils manipulent de la donnée sensible. Il ne faut pas que ça fuite. Vous ne demandez pas plus de permissions que nécessaire, vous réduisez au maximum, parce que votre utilisateur n'a pas besoin d'avoir watt 1000 options pour régler des trucs. Vous avez déjà vu les options de Windows 10, un peu à quoi ça ressemble, les options liées à la vie privée. Vous avez approximativement 36 panneaux avec chacun des options planquées dans des coins. Vous passez des plombes à les chercher. Et je suis passionné de préférence, je passe beaucoup de temps à les régler. Donc autant vous dire que je sais de quoi je parle.
Et surtout, vous auditez, vous testez, vous pen-testez. Corben parlait des programmes de bug bounty, c'est une excellente solution aussi. Vous les intégrez à vos programmes de conception dès le départ. Parce que c'est comme ça que vous allez voir si à un moment il y a des brèches quelque part et comment vous allez pouvoir vous prémunir contre ça et protéger vos utilisateurs. Côté technique, comment ça se met en place? Eh bien, chaque feature valide la checklist que vous avez conçue sur votre jeu de données, idéalement sur du test automatique. Comme ça, dès qu'il y a un truc qui pète, vous êtes capable de l'identifier. Donc ça veut dire beaucoup de tests, beaucoup de serveurs d'intégration continue, beaucoup de builds qui cassent. Et c'est pas grave de casser des builds, ça veut dire qu'on est plus à même de les réparer. Des jeux de tests qui, par pitié, ne viennent pas de la prod. Donc on ne dump pas la base de prod pour pouvoir la coller sur les postes de dev et voir un peu à quoi ça ressemble. Parce que là, vous manipulez de la vraie donnée qui est disséminée un peu partout. Donc vous travaillez sur des jeux de tests qui sont moqués, qui sont prévus pour, mais vous n'utilisez pas les vrais tests issus de la prod, les vrais jeux de données issus de la prod. Vous oubliez les frameworks de permission tout près, typiquement dans les applis mobiles. Vous avez des frameworks, souvent pour Android, qui vous permettent d'intégrer plein de fonctionnalités. Et donc, au moment où vous installez l'appli qui fait scan de code barre, elle veut accéder à votre téléphone, à vos SMS, à vos contacts, à votre calendrier. Et à un moment où vous dites, attendez, je veux juste scanner un code barre, quoi. Donc, vous oubliez les frameworks de solutions de permission tout près, et les frameworks tout près. Vous préférez des petites solutions avec des petits outils, des petites briques que vous allez pouvoir auditer finement. Et comme ça, vous savez ce que vous utilisez, ce que vous mettez dans les mains de vos utilisateurs. Vous faites des tests fonctionnels sur des environnements multiples. Alors je sais, le test fonctionnel, c'est chiant, parce que ça a tendance à casser souvent, ça a tendance à faire beaucoup de faux positifs. C'est compliqué à mettre en place, c'est compliqué à maintenir, sauf que c'est à peu près le seul moyen de garantir que sur un parcours donné d'expérience utilisateur, vous n'allez pas avoir à un moment un truc qui casse que vous n'auriez pas vu et qui va permettre de faire sortir de la donnée. Donc là-dessus, il faut être hyper vigilant. Alors, encore une fois, c'est pénible, mais bon, ça fait aussi partie de notre travail de concepteur. Côté exécution, vous essayez de minimiser la collecte des données. Vous ne collectez que ce dont vous avez besoin. Vous n'avez pas besoin de la de naissance, vous ne la collectez pas. Vous n'avez pas besoin de l'adresse postale, vous ne la collectez pas. Vous ne collectez vraiment que le minimum nécessaire. Vous essayez de minimiser aussi les données qui sont échangées avec des services tiers, parce que vous allez probablement brancher des services tiers sur votre application. Ce n'est pas la peine que le service que vous branchez ait accès à l'intégralité des données que vous avez collectées sur vos clients. Vous minimisez au maximum ce que vous transmettez à l'extérieur. Vous pseudonymisez la donnée. Vous faites en sorte qu'on ne puisse pas facilement identifier les choses. Et là encore, méfiez-vous. Il y a un service qui, pas très longtemps, en utilisant des jeux de données issus de Netflix qui avaient été pseudonymisés et qui permettaient de travailler notamment sur des programmes de recherche pour travailler sur de la vie privée différentielle. Je vous en reparle un petit peu après. Les chercheurs qui ont travaillé dessus se sont rendus compte qu'en croisant ces infos qui sortaient de la base Netflix avec les infos qui sortaient de IMDb et de MovieDB, et ben vous aviez la possibilité de croiser les systèmes de notes et de reconnaître les notes entre les différents utilisateurs, et donc de réidentifier dans la base Netflix qui avait été pseudonymisée les noms des utilisateurs en les recroisant depuis les bases de MovieDB et d'IMDb. C'est pas impossible quoi, de retrouver les gens et de retracer les gens sur la base des informations qu'ils ont laissées. Les métadatas, ça parle, quoi. Donc essayez de protéger vraiment les données, de les pseudonymiser. Et surtout, vous supprimez régulièrement tout ce dont vous n'avez plus besoin. À partir du moment où c'est exploité, vous n'avez plus besoin de la traiter, vous la dégagez. Ce n'est pas la peine de collecter de la donnée pour le plaisir de collecter de la donnée. Je sais que le Tera coûte pas cher, mais enfin quand même. Donc l'idée, c'est que vous essayez de déporter la gestion des identités, côté technique. Vous utilisez des trucs comme OpenID. Vous arrêtez de gérer l'identité par vous-même de votre côté, parce que souvent, à un moment ou à un autre, vous allez faire des conneries. Si vous voulez discuter crypto, on en reparle ce soir et vous allez voir, c'est rigolo. Vous hachez, vous chiffrez, vous tokenisez les entrées en base, vous faites en sorte que ça soit compliqué de les réidentifier dans l'autre sens, vous permutez, et vous substituez tout ce qui est données sensibles de façon à ce qu'on ne puisse pas facilement les recroiser, typiquement le cas de Netflix, dont je vous parlais juste avant. Et puis vous segmentez vos jeux de données dans des outils de statistiques, alors par pitié des outils statistiques qui peuvent être isolés. Typiquement un Piwik, à partir du moment où ça tourne chez vous, c'est quand même beaucoup plus sûr qu'un Piwik qui tourne chez un Presta ou un Google Analytics ou que sais-je. Donc par pitié, vous hébergez aussi vos outils statistiques qui vous permettent d'avoir et vos utilisations et vos traces d'usage, et vous les segmentez proprement, parce que tout ce que vous avez besoin, c'est d'avoir des jeux d'utilisateurs qui travaillent, voir comment évoluent des pans entiers d'utilisateurs et pas des gens individuellement.
Et puis surtout, vous faites passer des crons pour pouvoir supprimer les données quand vous n'en avez plus besoin. C'est un bel outil, autant s'en servir, ça fait longtemps qu'il existe. Côté utilisateur ou utilisatrice, comment ça fonctionne? Vous fournissez des réglages qui soient simples, des choses qui soient claires, qui soient expliquées. C'est-à-dire que quand vous avez une nouvelle permission, vous expliquez ce que va faire cette permission, à quoi elle sert. Vous essayez de renseigner l'utilisateur. Vous lui facilitez la souscription de ces options dans les notices directement. Vous expliquez que vous avez une nouvelle option qui arrive et puis vous lui proposez de l'activer directement. Vous ne le forcez pas à re-rentrer dans les préférences pour aller le chercher. Vous n'exigez surtout pas de passer par des services externes. Si vous pouvez internaliser au maximum tout ce que vous faites et pas vous disperser partout et du coup disperser de la donnée derrière vous, vous évitez. Par pitié, pas de partage vers les réseaux sociaux, ou en tout cas un minimum, ou vous essayez de limiter un peu l'impact de tout ça. Et surtout, vous séparez les consentements, ce que j'appelle la shared data des notions d'analytics. C'est-à-dire qu'à partir du moment où votre utilisateur, vous lui demandez une permission sur des données, il ne vous donne pas la permission sur tout. Et inversement, il vous autorise à améliorer votre service en collectant des traces d'usage, ce n'est pas parce qu'il vous a permis ça qu'il vous a permis d'exploiter toutes ces données personnelles. À un moment, c'est deux choses très différentes. Et c'est deux consentements très différents. Et le consentement, c'est important. Donc, côté technique, vous utilisez des outils de confidentialité différentielle sur vos bases de données. C'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. Il y a un très bon outil qui est fait par Uber, qui permet de faire de la privacy différentielle. Alors, la privacy différentielle, comment ça fonctionne? L'idée, c'est que c'est sur des jeux de données. Ça permet de sortir, d'extraire des tendances, des usages des utilisateurs ou des profils d'utilisateurs, sans cibler les utilisateurs, sans que ce soit facile de les retrouver. Encore une fois, typiquement le cas de Netflix tout à l'heure. Sauf que c'est quelque chose qui est assez compliqué à faire. Il y a beaucoup de travaux universitaires qui sont derrière. Il y a quelques outils qui arrivent à apparaître. Celui d'Uber est plutôt très bien, mais il est assez récent. Ça vaut le coup parce qu'à partir du moment où vous avez besoin de traiter de la donnée et d'analyser des jeux de données, le fameux big data ou moins big data, parce que tout le monde n'est pas Facebook ou Google, c'est quand même super important parce que c'est ce qui va vous permettre de travailler sur vos jeux de données d'utilisateurs sans les compromettre. Il va falloir utiliser donc des outils d'identité décentralisée comme OpenID. Vous évitez les logins par les réseaux sociaux. Typiquement, je peux me loguer avec mon compte Facebook ou avec mon compte Google. Ou avec, voilà, on a des systèmes qui sont quand même mieux foutus et plus respectueux, utilisons-les. Vous évitez les scripts type JS social et compagnie qui injectent des boutons et qui, au passage, récupèrent toujours un peu de données de là où vous êtes passé. Si vous voulez rigoler un peu là-dessus, il y a Hubert Sablonnière qui donne un talk sur les cookies et qui parle notamment des cookies tiers demain. Et je vous invite à aller le voir parce que c'est hyper intéressant sur la façon dont finalement ça vous trace en permanence dans toutes vos actions. Donc on va éviter de laisser trop de traces. Et puis, donc, comme je le disais, vous utilisez des outils de trace d'usage respectueux, typiquement Piwik, qui s'appelle plus Piwik, d'ailleurs, il s'appelle Matomo maintenant, notamment pour collecter des données que vous auto-hébergez. Comme ça, au moins, vous êtes sûr de ce que vous faites. Si vous avez des outils qui collectent des traces de debug, comme des Sentry, pareil, vous les auto-hébergez. Évitez les outils SaaS sur des outils qui vont forcément collecter de la donnée et de la métadonnée. Donc, on a vu la conception, on a vu la partie développeur, la partie utilisateur. À un moment, il y a une fin de vie aussi, soit parce que votre service a un temps limité d'action, soit parce qu'à un moment, votre utilisateur juste, il quitte votre service. Ça arrive aussi, hein, tout s'arrête un jour dans la vie. La vie elle-même s'arrête au bout d'un moment. Donc, rappelez régulièrement à vos utilisateurs et à vos utilisatrices qu'il y a leur confidentialité qui est à gérer, que c'est important. Vous facilitez l'export des données. De toute façon, c'est obligatoire avec la GDPR, donc vous n'allez pas avoir le choix, il va falloir faciliter cet export. Vous supprimez les données des comptes supprimés, c'est-à-dire que quand un compte est supprimé, vous videz vraiment les entrées, vous ne gardez pas des choses en disant que ça servira plus tard. Si c'était lié à d'autres comptes parce que ça identifie des gens sur des photos ou que sais-je, cette donnée-là, elle est perdue et c'est pas grave, votre service n'en souffrira pas pour autant. Et surtout, quand vous fermez votre service, vous supprimez vraiment aussi les données de votre service. Vous ne gardez pas des dumps de bases de données dans des coins, des fois que peut-être dans 10 ans, ça vous intéresse de revoir comment vous aviez fait avec vos utilisateurs. Non, ce n'est pas vrai. Ça ne sert à rien. Donc l'idéal, c'est d'utiliser des frameworks de notifs pour éviter de polluer votre utilisateur. Donc typiquement, vous avez une nouvelle feature qui arrive, vous descendez un petit toast, une petite notif qui explicite avec un petit toggle qui soit dedans, qui permettent de facilement activer ou désactiver la fonctionnalité. Vous mettez en place des API qui soient documentées. On parlait hier de Swire 2 et des frameworks de documentation et des standards de documentation. Profitez-en, utilisez-les.
C'est ce qui vous permettra à un moment de fournir des services d'export et vous exporter dans des formats qui soient lisibles. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de récupérer des archives de Facebook, de votre compte Facebook. S'il y a des gens qui ont des comptes Facebook, j'espère qu'il n'y en a pas beaucoup. Vous avez déjà tenté de récupérer une archive de compte Facebook? Vous récupérez un gros machin qui fait plusieurs centaines de mégas, voire 1 giga ou un peu plus. Et c'est inexploitable, c'est que des gros fichiers de texte à plat, brut. Enfin, clairement, c'est fait pour que ça ne soit pas simple à exploiter. Il va falloir pondre des scripts pour pouvoir les utiliser. Et c'est relou. Et à un moment, ce n'est pas anodin, quoi. Et dans la GDPR, on a notamment poussé pour que le format soit aussi lisible. Et que cette notion de lisibilité, elle est hyper importante. Donc vous exportez vers des formats ouverts. Et puis surtout, vous supprimez. Hein. RMRF, ça existe. Hein, donc quand votre service ferme, vous dégagez les trucs. Hein. Alors voilà, ça c'est le côté privacy by design. Alors c'est intéressant, mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant parce que, et là je cite directement Fabrice Rochelandais, qui est un chercheur universitaire dans un livre qui s'appelle Souveraineté numérique, reprendre le contrôle, qui explique que la privacy by design est complètement aux antipodes de la souveraineté numérique des individus parce qu'on fait sans les individus et on protège la vie privée sans définir ce que c'est. Alors effectivement, on fait plein de choix par défaut, en amont, à la conception, etc. On n'implique pas nos utilisateurs, on ne cherche pas à savoir auprès de nos utilisateurs ce qu'eux considèrent comme étant de la vie privée ou n'étant pas de la vie privée, et on cherche presque à les protéger d'eux-mêmes. Donc à un moment, le problème de la privacy by design, c'est qu'elle fait plein de choses pour protéger les gens, mais sans les gens. Alors comment faire? Typiquement, l'OWASP a édité 10 privacy risks qui sont facilement identifiables, qui sont les risques directement liés à la vie privée. Je vous renverrai directement vers la liste, je ne vais pas vous la lire là. Mais l'idée, c'est que si vous commencez déjà par ça, vous allez commencer à impliquer les gens dans votre processus. Vous allez commencer à voir où la vie privée peut commencer à pêcher dans votre service. Et c'est déjà super intéressant. Et puis, il y a un outil qui a commencé à apparaître au moment où on parlait de Privacy by Design en 1995, qu'on appelait les PETs, les Privacy Enhancing Technologies. Et l'idée, c'est que les PETs, ce sont des petits modules techniques qui vont être conçus avec les utilisateurs et qui vont commencer à permettre de protéger la donnée, à s'assurer du consentement des gens, tout en minimisant les usages, tout en s'assurant qu'on peut facilement auditer les petits composants, parce que ce ne sont que des petits composants. Donc il y a déjà quelques PET qui existent. Alors c'est un peu compliqué parce que, encore une fois, c'est des concepts qui sont très théoriques et il n'y a pas beaucoup d'implémentation et c'est compliqué à trouver aujourd'hui, mais il y a quand même des initiatives qui se mettent en place. Aujourd'hui, il y a des outils d'anonymisation sur de l'adresse spoofing, sur des adresses email jetables, sur du pseudonymat, sur du chiffrement. Tor est aussi un outil qui est considéré comme un PET. Donc il faut se renseigner un peu là-dessus, les relais d'identification dont on parlait déjà tout à l'heure, les outils de Personal Data Store, qui sont des éléments qui permettent de stocker la donnée personnelle, non pas dans votre service, mais à l'extérieur de votre service, dans des devices qui sont branchés chez les gens directement. Ça peut être du cloud personnel, ça peut être des outils comme ça. Ça aussi, c'est des PET. Tout ce qui est les outils DPID, c'est-à-dire des outils qui vous permettent d'authentifier une donnée sans forcément transmettre la donnée. C'est exactement ce que ce que fait anciennement Avatar, dont j'ai oublié leur nouveau nom maintenant, qui est un service qui est basé sur de la blockchain. J'ai placé la blockchain, je suis content. Qui consiste à dire, vous avez des données, vos données elles sont identifiées, elles sont marquées, vérifiées dans une blockchain. Et à partir du moment où vous avez besoin d'accéder à une donnée type est-ce que mon utilisateur est majeur, vous n'avez pas besoin d'avoir la date de naissance de votre utilisateur. Tout ce que vous avez à faire, c'est interroger ce service-là en disant c'est tel utilisateur, il est majeur ou il n'est pas majeur. Et le service vous dit oui, il est majeur ou non, il n'est pas majeur. Il ne vous a pas dit quand est-ce qu'il était né, il vous a juste validé que l'information dont vous aviez besoin, majeur ou pas, est bien valide. Comme ça s'appuie sur de la blockchain, ce n'est pas falsifiable, donc vous garantissez que la donnée qui vous revient est une vraie donnée et qu'elle n'a pas été corrompue, etc. Voilà, ça, pareil, c'est du PET. Et puis, il y a plein de PET qui sont à imaginer encore. Typiquement de l'authentification sans credentials ou avec des credentials anonymes. Les outils de limited disclosure, donc ça veut dire on fait en sorte qu'un minimum de données circulent et ne soient diffusées à l'extérieur, des outils de log transactionnel, etc. Il y a une initiative qui s'appelle Privacy Tech, qui est pas mal. C'est les mêmes gens qui ont fait une initiative qui s'appelait Low Tech, qui travaille sur des outils de loi, et là, ils commencent à s'intéresser aux outils de la privacy, ils commencent à réfléchir aux PET, et à comment on peut les utiliser, comment on peut les mettre en place, comment on peut les implémenter. Donc il y a différents outils qui commencent à apparaître, aussi bien des outils de conception que des outils techniques, sur du chiffrement, des choses comme ça.
faut se rapprocher d'eux, il faut les aider un peu, les pousser à avancer. Ce n'est pas toujours évident, mais ça rassemble un peu les gens. Et l'idée, c'est qu'on puisse se constituer aussi des boîtes à outils qui nous permettent, nous, développeurs ou éditeurs de services, d'avoir une vie qui soit plus simple aussi dans la conception de nos outils. S'il y a 2 choses à la limite à retenir, c'est que tout ce que vous avez besoin, c'est de tracer les parcours de la donnée. Vous n'avez pas besoin de tracer la donnée en elle-même, mais juste par où elle passe. Et de toute façon, ça, c'est un des objectifs de la GDPR aussi. Donc, il va falloir à un moment s'assurer que la donnée elle est passée d'un point A à un point B, d'un point B à un point C, d'un point C à un point D, qu'elle a été modifiée de telle et telle manière entre deux, mais sans savoir quelle était la donnée à ce moment-là, ni ce qui en résulte. Juste tracer son parcours, parce que c'est essentiel, les notions de traçabilité et les notions de gestion d'identité. À partir du moment où vous êtes capable de gérer correctement l'identité des gens et de les identifier, vous avez déjà moins de problèmes liés à la donnée personnelle. Et puis parce qu'il va falloir être un peu proactif aussi, il va falloir essayer de ne pas s'arrêter à la privacy by design, mais de dépasser ça, d'aller un peu plus loin dans nos outils et dans nos conceptions. Ça veut dire agir, ça veut dire penser votre donnée comme impérissable, comme un être vivant, comme vous parlez de traçabilité, c'est la même chose que sur un abattoir, vous faites exactement la même chose avec votre donnée. Il faut garder en tête que chacun a pour objectif d'alerter sur les problèmes de vie privée. Et Corben, encore une fois, parlait du zéro disclosure. Et clairement, ce sont sur des outils comme ça qu'il faut se reposer. On a la chance d'avoir des lois qui protègent les lanceurs d'alerte ou qui essaient de protéger les lanceurs d'alerte. Profitons-en. Il va falloir continuer de mesurer chaque brique, d'auditer chaque brique unitairement, individuellement, parce que c'est comme ça que vous allez vous assurer que si une petite brique ne fait pas sortir de la donnée, il y a peu de chances que l'agrégat de briques commence à faire sortir de la donnée. En tout cas, vous limitez tout ça et assurer la portabilité. Donc finalement, plutôt que privacy by design, on va commencer à parler, vous allez en entendre parler dans les mois qui viennent, en tout cas d'ici la fin de l'année, j'en mets ma main à couper, de privacy by default, qui est donc le concept qui est poussé par Fabrice Frochlandais, que je vous citais tout à l'heure. Qui consiste à dire qu'à partir du moment où vous avez un minimum de données en jeu, vous simplifiez les processus à vos utilisateurs, vous réglez au maximum les réglages de confidentialité et vous forcez le niveau de sécurité. Et votre utilisateur, il n'a quasiment rien à faire. Donc d'un seul coup, on pousse les gens à aller vers du mieux et à penser pour eux, parce qu'on ne peut pas laisser les gens se protéger eux-mêmes, juste parce que les gens n'ont pas la compétence pour le faire. Et il en va de notre responsabilité en tant que concepteur ou en tant qu'éditeur de service. Et puis on va aller vers de la privacy by using, c'est-à-dire qu'on va sensibiliser les gens, c'est ce qu'on fait là, et on va continuer à lancer des alertes, on va continuer à agir, chacun à notre niveau, on va continuer à faire de la privacy, de la differential privacy, de façon à faire en sorte qu'on ne puisse pas identifier les gens, on ne puisse pas reconnaître les gens. Et ça m'amène à parler d'un concept qui est défendu par Jeff Jarvis, qui s'appelle la publicness, et qui consiste à dire l'homme est un animal grégaire, il a besoin d'interaction sociale, il a besoin de parler avec les gens, il a besoin d'échanger, et typiquement les outils de réseaux sociaux, notamment, sont des outils qui permettent ça. Alors, les outils de réseaux sociaux ne sont pas achetés. Je n'ai pas de compte Facebook, mais par choix, mais je comprends très bien les gens qui l'utilisent et je comprends très bien ce qu'ils y trouvent. Et je comprends très bien que ce soit un outil qui soit nécessaire dans leur vie aujourd'hui. Maintenant, il faut garder à l'esprit qu'à partir du moment où vous diffusez des informations publiquement, si vous n'avez pas le contrôle sur ces informations, vous êtes dépouillé de votre vie publique. Et il y a une différence entre ne pas vouloir de vie publique du tout et vouloir une vie publique, mais une vie publique qui soit maîtrisée. C'est tout le concept de publicness. Et le travail de Jeff Jarvis là-dessus est hyper intéressant, je vous invite à aller voir ça. Alors, est-ce que c'était pas clair? Ouais, sans doute. C'est un concept qui n'est pas clair de toute façon, ne serait-ce que parce qu'il est très universitaire, il est très formalisé, mais il y a peu d'implémentation. Donc, s'il y a s'il y a une chose que vous devriez retenir en sortant de là, et à la limite, ça sera la plus belle réussite sur cette conf, j'espère, c'est que si vous pouvez faire un truc, vous le faites. Si vous pouvez mettre en place la moindre petite protection, il ne faut pas hésiter. Parce que c'est en accumulant les petites protections que vous allez finir par protéger vos utilisateurs et de vous-même, et d'eux-mêmes, et des gens qui voudraient employer vos données, employer les données à des fins ou malicieuses, ou juste à des fins de profilage, comme on a pu le voir sur le problème de Cambridge Analytica. Je finirai avec ça, qui est une citation qui dit que « Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteinte à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes. » Et c'est l'article 25 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 qui est toujours en usage. Donc vous avez, vous, concepteurs, développeurs, designers, un rôle à jouer dans ce travail-là. C'est à vous de prendre cette responsabilité-là parce qu'on ne peut pas s'appuyer sur les utilisateurs, ils ne sont pas là pour ça. C'est à nous de leur fournir ce service-là. Et si vous avez des questions, je suis tout à vous.
Et il y a une question là-haut. Enfin, là-haut, à mi-chemin. Merci pour ta conf. Ah, il n'y a pas de son sur le micro. T'es ballot. Non plus. Non. Et avec l'autre micro. Ah. Celui-là fonctionne. Merci beaucoup pour la conf, très intéressante. J'ai une petite question et une petite remarque. Je commence peut-être par la remarque. En fait, en tant que développeur, j'ai envie de dire qu'on est un peu soumis à des grosses contraintes et pressions de la part normalement des gens du marketing et du commercial qui vont taper du poing sur la table et qui vont exiger qu'on mette un login Facebook par exemple parce que il faut quoi. Donc tu fais et tu fermes ta gueule en gros. Et du coup des failles comme ça on s'en prend plein et c'est pas de notre faute. Voilà, c'était peut-être un peu la limite. La question que j'avais pour toi c'était plus par rapport quand tu parles d'anonymisation des données dans nos développements, je suis d'accord avec ça. Par contre, j'ai du mal à traduire ça concrètement, si tu veux. Quand j'ai ma database, si elle est hackée, elle est hackée. Donc j'ai beau mettre des points de pivot, des clés, des index, des tokens, des renvois dans tous les sens. Ça va surtout me ralentir moi dans mes développements. Ça va me ralentir quand je vais devoir faire des exports, quand je vais devoir bosser. Et si je me fais dumper ma base, le hacker il fera ce qu'il voudra. Et du coup, ce qui m'amène encore à une autre remarque, c'est que en fait, toutes ces bonnes pratiques de privacy, ça coûte cher à mon avis. Et comment tu fais pour vendre ça aux gens du commercial? Parce qu'en frontal, face à un client, c'est pas toujours facile à défendre, quoi. Ouais. Alors, comment on vend la privacy au commercial et au marketing? Parce qu'effectivement, ça coûte cher. Parce que c'est du temps de développement en plus, et que voilà, il va falloir faire avec, il va falloir gérer, et que le fait de pseudonymiser la donnée oblige à ralentir un peu nos process, etc. J'ai l'impression qu'on se posait la même question avec l'agilité il y a 10 ans, et qu'on disait ouais mais comment je vends de l'agilité à mes clients, parce que mon client il veut un produit fini, et puis moi j'arrive et je lui dis bah, je vais t'en faire qu'un bout, et puis après si tu veux voir la suite il va falloir payer, et puis comment ça va être possible. Et tout le monde se disait qu'on n'y arriverait jamais, et puis finalement aujourd'hui les clients demandent de l'agilité à tout bout de champ, parce qu'ils se rendent compte que c'est quand même plus souple, qu'ils ont plus d'évidence, qu'ils ont plus de capacité, qu'ils ont plus de possibilités, etc. J'ai le sentiment, je peux me tromper, hein, je suis pas un oracle, hein, mais j'ai le sentiment que ça va se passer de la même manière au niveau de la communication et du marketing, ne serait-ce que parce qu'on a cet arsenal de lois qui commence à arriver, à la fois avec la GDPR et à la fois avec e-privacy qui va arriver là dans le courant de l'année aussi. Et ces textes-là vont imposer de toute façon aux entreprises de se mettre en conformité, et sinon de se faire taper sur le coin de la gueule. Je rappelle juste que l'amende encourue en cas de non-respect de la GDPR, et j'espère bien qu'elles vont tomber, c'est 20 millions ou 4% du chiffre d'affaires. Ce qui signifie qu'en gros, on va prendre votre chiffre d'affaires, on va regarder à ce que ça donne à 4%, et puis on va prendre le plus grand des deux montants, quoi. Donc minimum, vous serez amendé sur 20 millions, quoi. Bon, personne ne va être très content de se prendre 20 millions, quoi. Donc, ou alors, il y en a peut-être, mais bon, ceux-là sont prêts à fermer, visiblement. Donc, je pense que c'est aussi des pressions comme ça qui vont nous permettre, à nous, développeurs, de pouvoir pousser un peu les choses en disant, non, je ne ferai pas ce que tu me demandes parce que ça va nous mettre en problème, ça va nous mettre dans des situations problématiques. Souvent, si tu as un service commercial ou un service marketing, il y a aussi un service juridique, et ça va devenir de bons alliés, où ça va être assez facile de jouer les lanceurs d'alerte en interne en disant oui, le marketing m'a demandé ça, mais je suis pas sûr, tu peux vérifier. Et généralement, ce sera les juristes qui redescendront vers le marketing en disant on ne fait pas ça. Donc ça va être long, c'est de l'éducation, mais de fait, pour bien connaître des gens en école de commerce aujourd'hui, le dialogue et le discours qui est tenu en école de commerce ne va pas encore dans ce sens-là. Donc on va encore se taper des générations de marketeurs et de commerciales qui ne vont pas comprendre ces enjeux-là, mais qui vont s'y sensibiliser petit à petit, parce qu'ils vont se prendre des baffes comme tout le monde. Et finalement, je sais que ce n'est pas toujours évident, mais c'est quand même nous, développeurs, qui avons le contrôle sur le code qu'on sort. Et parfois, avec un peu de légitimité, il peut arriver, ça m'est arrivé dans des grands groupes en tout cas,
d'aller me planter face aux gens et de dire bah, non, je ne le ferai pas. Et faites ce que vous voulez, mais moi, je ne prends pas cette responsabilité-là. Et d'expliquer pourquoi. Et à partir de ce moment-là, y a un dialogue qui s'établit et on évite de braquer les gens. On dit juste non, je ne suis pas d'accord et je ne le ferai pas. Alors forcément, les gens en face te disent oui, moi je veux. Et tu dis oui, mais si on fait ça, et voilà, on rentre dans le dialogue. Alors après, ouais, ça veut dire que notre métier de développeur, où on aimait bien être derrière nos écrans à taper, ça devient un métier où on fait 25, 30, 50% de politique. Mais on est les porte-étendards de demain, quoi. Donc profitons de ce rôle-là. D'autres questions ? Le monsieur devant. Est-ce qu'avec l'article 11 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et les textes juridiques que tu as évoqués, on pourra un jour utiliser un smartphone sans créer un compte chez Google ou chez Apple? C'est une bonne question. J'espère. Est-ce qu'on pourra utiliser un smartphone sans compte chez un grand externe? Je vais faire deux réponses. La première, c'est on peut déjà. Mais c'est pas pratique. En tout cas, c'est pas pour monsieur et madame tout le monde, clairement. On n'a pas encore la simplicité d'usage. En revanche, est-ce que ça va pouvoir se démocratiser? Avec les arsenaux juridiques actuels, je ne suis pas tout à fait sûr, ne serait-ce que parce que des boîtes comme Google, Facebook et compagnie sont déjà très proches d'être compliant avec la GDPR, s'ils ne le sont pas déjà, parce qu'ils ont des outils de réglage de données privées qui sont déjà extrêmement fins et qui permettent de se mettre dans une conformité juridique. Donc, ce n'est pas encore gagné. Maintenant, je ne perds pas espoir. Je lisais il y a 2 jours, je crois, que Google est en train de restreindre notamment l'accès à son store, à des applications qui ne respectent pas certains de ses enjeux commerciaux ou qui ne respectent pas l'affichage de certaines pubs. En gros, il pousse au niveau régie publicitaire à l'intérieur des applis. Et ça va commencer à exclure des applis du store. Ça veut dire que ces applis, pour continuer de vivre, il va falloir qu'elles trouvent des systèmes alternatifs. Et c'est bien, ça va pouvoir pousser nos alternatives à nous, libristes chevronnés. Et avec un peu de chance, ça va faire émerger un nouvel univers. Mais on n'a pas vraiment gagné la guerre sur desktop. Il ne faut pas qu'on fasse les mêmes conneries sur le mobile, quoi. On va voir. Mais en tout cas, ça devient un enjeu de société. Donc il y a des chances qu'on puisse tirer un peu notre épingle du jeu, qu'on soit plus malin. On tape vachement sur le web, finalement, de manière générale, les GAFA en premier, sur la privacy. Mais après, il y a tous les SI non exposés sur Internet, typiquement les 150 cartes fidélité que tu utilises et qui te traquent le moindre produit que tu achètes. On a déjà des exemples de leak de la donnée sur ce genre de SI plus fermé par rapport au GAFA ou au web en général. Et est-ce que c'est touché par la GDPR également? Ouais. Alors, est-ce que les données qui ne sont pas sur le web, en tout cas pas exposées publiquement, sont soumises à la GDPR? Oui, clairement. N'importe quel acteur qui agit sur le sol français, quand bien même ou sur le sol européen, quand bien même il n'est pas européen, doit se soumettre à ce règlement. C'est ce qui fait que Google doit se soumettre à ce règlement, Facebook aussi, etc. Et il en va aussi de même pour tout acteur qui ne serait pas implanté sur le sol européen, mais qui utiliserait des prestataires qui sont présents sur le sol européen. Typiquement, un acteur qui n'agit pas en France, mais qui aurait des serveurs en France, par exemple, et via un prestataire, est également soumis à la GDPR. Donc ça, c'est une excellente chose. Ça veut dire que ça va se propager et se disséminer facilement. Est-ce qu'on a des exemples de leaks de sociétés qui sont moins exposées publiquement? Typiquement, comme elles sont moins exposées publiquement, on en entend moins parler. Cela dit, je ne serais pas surpris qu'il y ait un maximum de données qui circulent quand même et qui se retrouvent sur le marché noir. Après, je fais un peu de FUD et je joue un peu le jeu du darknet et compagnie, mais il faudrait se renseigner, en parler à des gens comme Malicia Rogue, Reina Stamboliska, qui a écrit La face cachée des internets, qui est un très bon bouquin qui explique un peu tout ce qui se passe en dessous et qui, elle, a probablement plus de visibilité sur ce type de données et comment elles transitent, mais de fait, oui, elles fuitent aussi comme tout type de données, quoi.
Mais du coup, il y a moins de contrôle, effectivement, sur ce type de données, parce qu'on a moins l'information, donc on se rend moins compte. Et c'est le jour où on est plus recontacté par autre chose qu'on se rend compte qu'il y a de la donnée qui est sortie et qui n'aurait pas dû sortir. Je pense que ça sera la dernière, parce qu'après on sera time out. Ouais. Du coup, j'aurais voulu savoir, là, avec les nouvelles lois, si ça nous protégeait aussi de la revente de nos données personnelles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des services de télécommunications qui achètent juste une liste de numéros de téléphone avec les noms, prénoms, et qui essaient de contacter les gens pour essayer de les ramener chez eux. Alors, est-ce que ça nous protège de la revente? Oui et non. Alors, je fais une réponse en 2 temps. Je n'ai pas forcément la réponse précise. Encore une fois, je ne suis pas juriste. Mais donc, il faudrait poser la question à un juriste. Ce qui est certain, c'est que la revente de données personnelles, elle est très encadrée. Normalement, la CNIL est censée veiller à ça. Je dirais qu'un des effets collatéraux de ces nouveaux règlements et de ces nouveaux arsenaux juridiques, c'est que la CNIL va avoir un peu plus de moyens, j'espère, va être amenée à embaucher un peu plus, j'espère. Et donc, du coup, a priori, ils recrutent des juristes en ce moment. Donc, il y a des chances qu'ils aient un peu plus de puissance de feu et de possibilités d'action, y compris dans le cas des reventes malicieuses de bases d'informations, etc. Donc, indirectement, il y a des chances que ça nous touche. Non, ils ont toujours un cran de retard sur le volume qu'ils devraient prendre. Et il faudrait qu'ils grossissent beaucoup plus pour pouvoir gérer tout ce qui se présente. Mais au moins, ils agissent et c'est déjà une bonne chose. Aidons-les à agir encore plus. Voilà. Merci beaucoup.